Quand j'étais à l'université, je me suis inscrit en administration. Puis c'est vraiment la première année au baccalauréat en administration que là, j'ai eu un cours d'introduction à la microéconomie. Puis le professeur était vraiment provoquant. Il disait des choses très provocantes juste pour amener les étudiants à réfléchir. Je me souviens, il disait quelque chose comme ah oui, moi je vous dis, Warren Buffett a fait plus pour le bien de l'humanité que Mère Teresa. Ah, puis là, les étudiants discutaient, puis je trouvais que c'était intéressant, qu'est-ce que ça amenait. Fait que j'ai changé de parcours, en fait, durant mon baccalauréat. À l'intérieur du baccalauréat d'administration, je me suis spécialisé en sciences économiques, puis j'ai pris des cours là, dans d'autres facultés pour pouvoir faire ça. Donc ça, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Après ça, j'ai poursuivi à la maîtrise, juste en économie. Et après ça, j'ai fait une pause, arrêté, été sur le marché du travail, travaillé dans la consultation, puis réalisé que bon, le monde universitaire, ça me manquait, retourner aux études, peut-être faire carrière là-dedans. Donc après ça, j'ai essayé d'être admis quelque part au doctorat, ça a fonctionné, puis là, j'ai poursuivi au doctorat en économie, mais là, c'était vraiment plus pointu. Dès le doctorat, c'était un programme particulier qui se concentrait sur l'économie appliquée à l'environnement. La première chose, c'était un peu, j'aimais bien la rigueur, tu sais, donc l'économie, c'était un petit peu plus mathématique ou statistique que les autres choses qu'on peut voir dans une école d'administration. Donc, c'était intéressant de sentir que les connaissances étaient bien fondées, que c'était pas juste des mots qu'on mettait ensemble pour faire un peu pompeux puis créer une apparence de savoir, mais on avait une impression qu'il y avait un savoir qui était plus fondé. Puis, donc ça, c'était le côté technique un peu, mais il y avait aussi le côté application, c'est de voir que peu importe les problèmes qu'on imagine dans la société, on peut toujours leur trouver une facette qu'on peut aborder du côté de l'économie, que ce soit des problèmes d'inégalité sociale ou des problèmes gouvernementaux ou des problèmes entre, disons, même la criminalité. On peut toujours essayer de l'aborder. Donc, j'avais l'impression que c'est un outil très puissant, donc, avec lequel on pouvait expliquer bien des situations, puis aussi essayer d'influencer ces situations-là. On a comme deux côtés. D'une partie, on reconnaît que un peu l'être humain est d'une certaine façon insatiable, puis on n'a pas de difficulté à le concevoir dans notre société de consommation moderne. On a toujours des nouveaux besoins qu'on ne pensait pas qu'on avait, qui sont titillés à droite, à gauche par soit des courants sociaux ou même des entreprises qui font du marketing ou des choses comme ça. Donc, cet aspect-là est bien là, puis en même temps, on se dit, mais comment on va faire pour disons, contenter les gens, sachant qu'on est tiraillé entre différents usages. Qu'est-ce que la société fait de ses ressources? Est-ce que c'est normal qu'on dépense autant en divertissement alors qu'il y a l'éducation, la santé qui sont des préoccupations aussi? Donc, on a ce problème-là donc, on peut sentir qu'il est très criant aussi dans la période actuelle de restrictions budgétaires publiques. Donc, on se pose cette question-là. Voilà, on réalise qu'on pourrait faire plein de choses avec nos ressources, mais on a plus de projets, entre guillemets, que de moyens. Donc, comment on fait pour choisir les bons projets, d'allouer nos efforts aux bons endroits? Ça, c'est un peu le défi. Des enjeux peut-être plus fondamentaux, ça c'était un peu appliqué, mais il y a aussi des enjeux plus fondamentaux, comme par exemple comment prendre des décisions dans des situations où on fait face à beaucoup d'incertitudes. Tu sais, c'est certain qu'il y en a des fois qui simplifient la science économique à l'analyse coût-bénéfice. Tu sais, donc on dit, ben voilà, on a un problème, on regarde les coûts, on regarde les bénéfices de plusieurs alternatives, puis on prend l'alternative qui a les meilleurs coûts nets des bénéfices. Bon, déjà, bien évaluer les coûts et les bénéfices, il y a une certaine expertise qu'on peut développer là-dedans, puis il y a beaucoup de gens qui cherchent à embaucher des gens qui savent bien faire ces analyses coût-bénéfices. Mais l'autre question qu'on peut se poser, c'est oui, mais jusqu'à quel point on est confiant dans les estimés qu'on donne des coûts et des bénéfices de différentes choses? Puis, quand on n'est pas très confiant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il reste qu'au bout du compte, il faut choisir quand même, parce que même ne rien choisir, c'est implicitement un choix. Pendant qu'on fait rien, il se passe des choses. Donc, est-ce qu'on est mieux de rien faire parce qu'on n'est pas certain ou quelle alternative on est mieux choisir? Ça, c'est vraiment un sujet qui est en effervescence en ce moment. Étudier en sciences humaines, c'est essayer d'apprendre puis d'appliquer
on va dire, un cadre ou une méthodologie rigoureuse, mais à un sujet, l'humain, qui est pas très rigoureux lui-même. Donc, les gens, des fois, sont difficiles à comprendre, leurs comportements ou leurs décisions sont difficiles à analyser, mais plutôt que de baisser les bras et de dire, bon, il n'y a rien à comprendre, les gens sont fous, ils font n'importe quoi, bien, on dit, OK, on va essayer de se structurer, de développer des techniques ou des approches pour essayer de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, surtout dans toutes sortes de contextes. C'est pas juste des contextes économiques, ça peut être des contextes sociaux, ça peut être des contextes politiques. Il y a toutes sortes d'avenues, mais on essaie de comprendre, d'expliquer le comportement des acteurs humains dans la société. Mais ça, c'est un défi parce qu'on n'a pas le luxe, entre guillemets, des sciences pures du laboratoire. On ne peut pas amener les gens et dire, voilà, comportez-vous comme vous vous comporteriez à la maison, vous vous espionnez. Puis après ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce que vous faites en faisant varier les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. C'est sûr que la technologie nous aide beaucoup parce que maintenant, avec toutes les données qui sont automatiquement collectées par toutes les applications qu'on a dans son téléphone ou les logiciels qu'on utilise ou les cookies qui nous suivent dans notre navigation Internet, bien, ça pose beaucoup de problèmes de vie privée, mais pour la personne qui essaie de mieux comprendre, bien, c'est une source d'information qui est intéressante. Fait que ça a du bon et du mauvais, je dirais, puis ça donne un élan aux sciences humaines qui n'est peut-être pas là en science en ce moment. Vraiment, la révolution technologique a permis d'amener aux sciences humaines un monde de données avec lequel on peut essayer de mieux comprendre un monde qui est fondamentalement très difficile à comprendre.